S'il vous plaît, sauvez mon enfant! Dans les canyons rougeoyants du Nouveau-Mexique de 1883, un cri de femme enceinte transperce le silence mortel d'un Apache brisé. Thomas Red Hawk, fils de chef, muet depuis 5 ans après le meurtre de sa femme. Ses yeux, qu'on appelle Ghost Eyes, n'ont plus croisé aucun regard humain jusqu'à ce hurlement désespéré. Et si ce bébé à naître portait le sang de son frère disparu? Et si la vengeance et l'amour se confondaient dans le même berceau? Écoutez jusqu'à la dernière seconde. La justice naîtra-t-elle d'un couteau jeté dans l'abîme ou d'un regard enfin rendu à la vie? Abonnez-vous, partagez depuis quel coin du monde vous écoutez et découvrez si le vent emporte les cris ou les ramène en espoir. Dans les canyons rougeoyants du Nouveau-Mexique de 1883, où la poussière colle à la peau comme une seconde malédiction et où le vent charrie l'odeur âcre de la sauge brûlée, Thomas Red Hawk avance seul, ombre parmi les ombres. Fils unique du chef Chiricahua, Daniel Toil, il porte encore sur ses épaules la légende d'autrefois, Mat Sam, l'homme dont l'arc crachait la mort plus vite que l'éclair. Mais cela fait 5 ans que la foudre s'est tue en lui. 5 ans depuis que les soldats de la frontière, guidés par un officier au regard d'acier, ont abattu Mary Red Hawk sous ses yeux, la gorge tranchée nette, le sang giclant sur la terre sèche comme une pluie maudite. Depuis ce jour, Thomas ne parle plus. Ses lèvres restent scellées, ses yeux rivés au sol, évitant tout visage humain comme on évite la peste. Les guerriers du campement l'appellent Ghost Eyes, celui qui regarde sans voir, celui qui chasse, monte la garde, répare les tipis, mais dont l'âme erre déjà parmi les morts. Ce matin-là, une bruine fine tombe sur le lit, asséché d'une rivière fantôme, transformant la poussière en boue collante qui aspire les mocassins. Thomas suit une piste de chariot fraîchement brisée, roues éclatées, toiles lacérées, corps étendus dans des postures grotesques, les mouches déjà en festin. Les scalpes manquent. Ce n'est pas l'œuvre des Apaches. Il avance, arc à la main, flairant le sang et la poudre noire, quand un gémissement faible, presque animal, s'élève d'un wagon renversé. Il écarte la bâche déchirée d'un geste sec, et là, recroquevillée dans l'ombre, une femme blanche, ventre rond de 6 mois, mains liées par une corde rugueuse, lèvres fendues jusqu'au sang. Eleanor Reed. Ses yeux, d'un bleu délavé par la peur, se plantent dans les siens avec une urgence qui fait vaciller le monde. « Sauvez mon enfant », murmure-t-elle en anglais, la voix brisée, les larmes traçant des sillons dans la crasse de son visage. Thomas reste figé, le couteau déjà sorti, mais ses doigts tremblent. 5 ans qu'aucun regard humain n'a franchi la barrière de ses paupières baissées. 5 ans qu'il a juré, en silence, de ne plus jamais laisser ses yeux devenir le dernier spectacle d'une vie innocente. Pourtant, quelque chose dans ce ventre arrondi, dans cette main protectrice posée dessus malgré la douleur, fait craquer la glace en lui. Il tranche les liens d'un coup net, la soulève avec une douceur qu'il ne se connaissait plus, et la hisse sur son cheval. Mais au moment où il ajuste la corde tombée, un bout de papier jauni glisse de la manche d'Eleanor et atterrit dans la poussière ensanglantée. Il le ramasse machinalement, déplie le pli froissé, une écriture hâtive, à l'encre rouge séchée. Si elle meurt, l'enfant portera la malédiction de Kaloun. Et en bas, griffonné à la hâte, un dessin minuscule, une dague stylisée, identique à celle que Marie portait toujours au cou, gravée d'un serpent enroulé. Le souffle de Thomas se bloque. Ce n'est pas une coïncidence. Ce symbole, il le connaît par cœur. Il l'a vu briller sur la poitrine de sa femme, le jour où on la lui a arrachée. Il fourre le papier dans sa poche, sans un mot, hisse Eleanor en croupe et talonne sa monture vers le campement. Derrière lui, les corps des convoyeurs gisent encore,
mais le vent déjà efface les traces, comme il efface tout en ce pays. Devant lui, le canyon s'ouvre, rouge et menaçant, et pour la première fois depuis 5 ans, Thomas Reddock lève les yeux vers l'horizon, non pas pour traquer une proie, mais pour comprendre ce que le destin vient de lui jeter entre les bras. Une femme enceinte, un secret taché de sang, et peut-être la clé d'un passé qu'il croyait enterré à jamais. Le campement surgit au détour d'un mesa, tipis alignés en cercle, autour d'un feu central, où la fumée monte droit dans l'air immobile. Là-haut, guerriers se figent, en voyant leur frère silencieux revenir avec une blanche sur son cheval. Les regards fusent, hostiles, les mains se posent sur les tomahawks. Chief Daniel Tohill s'avance, visage buriné par les ans et les batailles, et pose une main lourde sur l'épaule de son fils. « Si elle apporte la mort, c'est toi qui la donneras », tonne-t-il en apache, la voix rauque comme le gravier. Thomas hoche la tête, descend Eleanor avec précaution et l'installe dans un tipi à l'écart, sous garde. Mais dans sa poche, le papier brûle contre sa peau, et dans sa tête, les questions tourbillonnent. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi porte-t-elle le symbole de Mary? Et surtout, quel lien peut-il exister entre la malédiction de Kaloun et le frère disparu dont on n'a jamais retrouvé le corps? Les nuits et les nuits suivantes s'étirent comme des cordes de chanvre, tendues sur un gibet. Et Thomas, posté à l'orée du tipi d'Eleanor, sent le papier plié contre sa poitrine battre au rythme de son cœur. La lune, ronde et impitoyable, verse une lumière argentée sur le campement endormi, transformant les tipis en cônes d'ombre tranchants et les sentinelles en statues de pierre. Il attend que les feux s'éteignent, que les chiens se taisent, puis glisse à l'intérieur sans un bruit, la dague à la ceinture, prêt à trancher plus qu'une gorge si nécessaire. Eleanor est assise sur une peau de bison, le dos contre la paroi de cuir, les mains posées sur son ventre comme pour en protéger le secret. Elle ne sursaute pas en le voyant, ses yeux, habitués à la pénombre, le reconnaissent aussitôt. « Vous n'êtes pas venu pour la nourriture cette fois », murmure-t-elle en anglais rugueux, la voix éraillée par la soif et la peur. Thomas ne répond pas. Il sort le papier froissé, le déplie sous la faible lueur d'une lampe à suif et le tend vers elle. Le symbole de la dague au serpent semble danser dans la flamme vacillante. « Expliquez », ordonne-t-il enfin, les premiers deux mots qu'il prononce depuis 5 ans. Rauque, comme du gravier roulé dans une gorge asséchée. Elle hésite, puis inspire profondément, l'air chargé de fumée de mesquite et de sueur. Je n'étais pas censé survivre au convoi. Jonas Kaloun m'avait envoyé en éclaireuse, fiancée de façade pour infiltrer les routes apaches, mais il ignorait que j'étais enceinte. Ses doigts effleurèrent le ventre arrondi, et Thomas sent un frisson glacé lui remonter l'échine. L'enfant n'est pas de lui, c'est... Elle marque une pause, cherchant les mots dans la pénombre. C'est le fils de votre frère, James Reddock. Il m'a sauvé d'un guet-apens il y a 7 mois, près de Fort Sumner, avant de disparaître dans une embuscade. Il portait la même dague, gravée du serpent, et m'a confié ce papier, en cas de malheur. Une malédiction que Calhoun prononcerait sur l'enfant s'il apprenait la trahison. Thomas vacille, le monde basculant comme un chariot sur une piste crevassée. James, son frère aîné, présumé mort lors de la grande rafle de 1878, où les soldats avaient mine de brûler 3 villages en une nuit. On n'avait retrouvé ni corps ni traces, seulement des rumeurs de captivité ou de fuite vers le Mexique. Pourtant, ce symbole, cette dague, était l'héritage familial, forgé par leur grand-père pour marquer les fils du chef. Il serre les poings, les jointures blanchies, et pour la première fois, il regarde Eleanor non comme une ennemie blanche, mais comme un lien vivant avec un sang qu'il croyait perdu. Dehors, un coyote hurle au loin, et le vent siffle entre les rochers, portant l'odeur de la tempête qui monte du sud.
Thomas s'agenouille, sort sa propre dague, celle de Mary, encore tachée de terre séchée, et la pose entre eux, lame vers le haut. « Prouvez-le » gronde-t-il, la voix plus basse, plus dangereuse. Eleanor fouille dans une poche cousue à l'intérieur de sa jupe déchirée, en extrait un médaillon en argent terni, ouvert sur une mèche de cheveux noirs nouée d'un fil rouge. « James me l'a donné. Il disait que c'était un morceau de votre mère, pour protéger l'enfant. » Thomas touche la mèche du bout des doigts. Elle est jadée raide, imprégnée de l'odeur familière de la sauge et du tabac que fumait leur père. Le doute s'effrite comme de la roche friable sous la pluie. Mais la révélation n'apporte pas la paix. Elle allume un feu plus vorace. Si Calhoun sait pour l'enfant, il traquera non seulement Eleanor, mais tout le clan Red Hawk pour effacer la lignée. Thomas range le médaillon dans sa poche, près du papier maudit, et se relève. Demain, le conseil décidera de votre sort. Si vous mentez, ce sera ma lame qui parlera. Il sort du tipi, mais avant de refermer la portière, il ajoute sans se retourner « Et si vous dites vrai, Calhoun paiera pour 2 frères, pas un. » Le lendemain, le soleil cogne comme un marteau sur l'enclume, et le conseil se rassemble autour du feu central, les guerriers assis en cercle, tomahawks posés sur les genoux. Chief Daniel Tohill écoute le rapport laconique de son fils, les premiers mots publics en 5 ans, et fronce les sourcils devant le papier et le médaillon. Les murmures montent. Trahison blanche, piège fédéral, sang impur. Un vieux guerrier crache par terre. Les blanches portent Ming toujours la mort dans leur ventre. Thomas se lève, la voix plus ferme qu'un roc. Cette mort-là porte notre sang. Si Calhoun vient, il trouvera plus que des scalps. Il trouvera une dette de 5 ans. Eleanor est amenée au centre, gardée par 2 sentinelles, le ventre proéminent sous la couverture, apache. Elle soutient les regards hostiles, sans fléchir. Et quand Tohill lui demande la preuve, elle répète l'histoire, ajoutant un détail que seul James pouvait connaître. Une cicatrice en forme de croissant sur l'épaule gauche de Thomas, infligée par un puma lors d'une chasse d'enfance. Thomas pâlit, personne d'autre ne savait. Le silence tombe, lourd comme une couverture de plomb. Tohill tranche enfin. 10 jours, elle reste sous ta garde, Thomas. Si Calhoun approche, nous verrons si le serpent protège ou mord. Les guerriers grognent leur assentiment à contre-cœur, mais dans les yeux de Thomas brûle une flamme nouvelle, non plus la vengeance aveugle, mais une traque calculée, où chaque ombre du canyon pourrait cacher l'ennemi ou l'allié. Et sous la chaleur accablante, tandis que les corbeaux tournoient au-dessus des mésas, le campement retient son souffle, attendant que le vent apporte soit la poussière de la paix, soit le tonnerre de la guerre. Les 10 jours accordés par Tohill s'écoulent comme du sable fin entre les doigts d'un mourant, et chaque aube apporte son lot de regards suspicieux qui pèsent sur Eleanor plus lourdement que la chaleur écrasante. Thomas, chargé de sa surveillance, patrouille les abords du campement avec une vigilance accrue, l'arc bandé en permanence, flairant l'air comme un loup qui sent le piège. Les guerriers murmurent autour des feux, aiguisant leurs lames sur des pierres plates, et les femmes évitent le tipi isolé où la blanche repose, craignant que son ventre ne porte non seulement un enfant, mais une malédiction fédérale prête à exploser. Une nuit, alors que les étoiles percent le ciel comme des pointes de flèches en argent, et que le vent du désert charrie l'odeur âcre de la créosote brûlée, Thomas s'approche du feu central où Eleanor a été autorisée à s'asseoir, sous garde mais libre de ses mouvements pour la première fois. Les flammes dansent sur son visage, soulignant les cernes profonds et la détermination farouche qui durcit ses traits. Autour d'eux, les guerriers forment un cercle distant, leurs ombres allongées, se tordant sur la terre craquelée. Mais aucun n'ose interrompre ce qui ressemble à un rituel silencieux. Thomas s'accroupit en face d'elle,
pose un bol de ragoût de venaison fumant entre eux, et pour la première fois depuis le conseil, il engage la conversation sans que la menace ne plane immédiatement. « Parlez-moi de James », dit-il d'une voix basse, presque un grondement qui se fond dans le crépitement du bois, les mots sortant avec peine comme s'ils rouillaient dans sa gorge depuis trop longtemps. Éléonore relève la tête, ses yeux bleus captant les reflets orangés du feu, et elle commence à dévider le fil d'un souvenir qu'elle porte comme une balle logée dans la chair. Il m'a trouvé près de Fort Sumner, ligoté à un poteau par des renégats blancs, qui voulaient me vendre au Comanche. Il a surgi de nulle part, 3 flèches en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux, et les a abattus sans un cri. Elle marque une pause, effleurant son ventre d'un geste instinctif, et Thomas sent une pointe familière lui transpercer la poitrine, rappel d'une perte qu'il croyait scellée. Le feu crépite plus fort, projetant des étincelles qui montent en spirale vers les étoiles, et Éléonore poursuit, décrivant comment James l'avait caché dans une grotte pendant 2 jours, partageant son maigre gibier et lui apprenant des mots apaches pour survivre. Il parlait peu de vous, mais quand il le faisait, c'était avec une fierté qui faisait briller ses yeux. Mon frère cadet tire plus vite que le vent, mais il a le cœur trop grand pour ce monde. Thomas serre les mâchoires, les muscles de son cou se tendant comme des câbles d'acier, et il pose une question qui le ronge depuis des jours. Pourquoi Kaloun vous traque-t-il maintenant, si vous étiez sa fiancée? Éléonore rit amèrement, un son sec comme un os qui craque, et explique que Kaloun avait découvert des lettres cachées dans ses affaires, des preuves volées à son bureau, des ordres signés pour massacrer des villages apaches en échange de primes de fédérales, et pire, des listes de noms blancs vendus comme espions. Il pense que je les ai envoyés à un journal de Santa Fe, ajoute-t-elle, la voix baissant jusqu'au murmure pour ne pas alerter les gardes. Mais en réalité, je les ai dissimulés dans la doublure de ma selle, prête à les livrer si je survivais. Thomas hoche la tête lentement, assimilant l'information comme un chasseur qui repère une piste fraîche dans la poussière, et pour la première fois, il partage un fragment de son propre passé. La nuit où Calhoun avait forcé James à guider une patrouille, promettant la liberté en échange, pour finalement le laisser pour mort dans un ravin, après avoir raflé le village. Les flammes baissent, projetant des ombres plus longues, et un silence complice s'installe, rompu seulement par le ululement lointain d'un hibou. Soudain, un éclaireur surgit du darkness, cheval couvert d'écume, et crie en apache que des fumées de campements militaires montent au sud, à moins de 2 journées de marche. Kaloun avance plus vite que prévu, guidé par des traqueurs qui connaissent les canyons comme leur poche. Toil convoque immédiatement un conseil de guerre, et Thomas, sentant le piège se refermer, propose une stratégie audacieuse. Utiliser les preuves d'Éléonore comme appât pour attirer Kaloun dans une embuscade au canyon étroit, où les rochers offrent des positions imprenables. Les deux guerriers débattent avec fureur, certains voyant en la blanche un poison, d'autres un atout inattendu. Mais Thomas insiste, sa voix gagnant en assurance à chaque mot, arguant que frapper Calhoun maintenant empêcherait une invasion totale. Éléonore, écoutant depuis le bord du cercle, intervient d'une voix ferme, malgré sa fatigue. « Je connais ses habitudes. Il voyage avec une escorte de 12 hommes, toujours en formation losange pour couvrir les flancs. Cette connaissance intime fait taire les sceptiques, et Toil, pesant les risques, accorde son aval. Préparez les pièges. Thomas mènera l'avant-garde. Tandis que les guerriers se dispersent pour aiguiser les flèches et creuser des fosses camouflées, Thomas et Éléonore échangent un regard chargé de promesses non dites, le feu mourant entre eux comme un cœur qui bat encore, prêt à affronter le tonnerre qui gronde à l'horizon. Le tonnerre gronde déjà à l'horizon quand les premiers pièges sont posés, des fosses garnies
de pieux acérés, camouflés sous des branches de yucca. Et Thomas supervise les derniers préparatifs avec une précision froide, son arc testé à chaque ombre suspecte. La nuit tombe comme une lame de hache, lourde et soudaine, enveloppant le campement dans un voile d'encre où les torches crachent des flammes hésitantes contre l'humidité montante. Eleanor, reléguée dans un tipi renforcé près du canyon, sent les premières contractions la traverser comme des éclairs dans les veines, son corps se rebellant contre le stress accumulé et la poussière inhalée lors des reconnaissances diurnes. Thomas, alerté par un garde essoufflé, abandonne son poste sur la crête et dévale la pente rocailleuse, ses mocassins glissant sur les pierres humides qui commencent à suinter sous la pluie fine. Il pousse la portière du tipi d'un coup d'épaule et la Brutsen le frappe comme un coup de fusil. Eleanor, pliée en deux sur les peaux, le visage blême, une main crispée sur son ventre, tandis que l'autre s'agrippe à un poteau central, la sueur perlant sur son front, malgré le froid qui s'infiltre. « C'est trop tôt », halète-t-elle entre deux spasmes, la voix brisée par la douleur qui monte en vagues irrégulières, et Thomas, pour la première fois confronté à la fragilité d'une vie naissante plutôt qu'à la fin d'une autre, sent ses certitudes vaciller comme un pont de cordes sous l'orage. Dehors, la tempête éclate enfin, des trombes d'eau fouettant les tipis avec une violence qui noie les cris des sentinelles et transforme les sentiers en ruisseaux boueux, rendant toute embuscade hasardeuse. Les guerriers, trempés jusqu'aux os, renforcent les barricades avec des sacs de sable improvisés, mais Toil ordonne à Thomas de rester auprès d'Eleanor. Si l'enfant meurt ce soir, Calhoun gagne sans tirer un coup. Thomas s'agenouille, roule une couverture pour soutenir le dos d'Eleanor et applique les connaissances rudimentaires apprises des sages-femmes du clan, pressant un linge imbibé d'eau de source contre son front fiévreux, tandis que les contractions s'intensifient, chaque grondement de tonnerre semblant synchronisé avec ses gémissements. « Respirez avec le vent », murmure-t-il en apache mêlé d'anglais, guidant sa respiration comme on guide un cheval affolé. Et Eleanor, les dents serrées, suit le rythme qu'il impose, ses ongles s'enfonçant dans le bras de Thomas qui supporte la douleur sans broncher. La pluie martèle le cuir du tipi comme des balles sur une cible, et entre deux éclairs qui illuminent l'intérieur d'un blanc cru, Thomas aperçoit le visage d'Eleanor se contracter, les veines saillantes sur son cou, rappelant les cordes tendues d'un arc prêt à lâcher. Il fouille dans une sacoche, en extrait des herbes séchées, sauge et racines de yucca, qu'il mâche rapidement pour en faire une pâte qu'il applique sur son ventre, apaisant les crampes avec une efficacité née de la survie en terre hostile. Les heures s'étirent dans ce chaos confiné, la tempête masquant l'approche potentielle de Calhoun, dont les feux de camp ennemis brillent faiblement au loin, visibles par intermittence entre les rideaux de pluie. Eleanor pousse un cri étouffé quand une contraction plus violente la secoue, et Thomas, sentant le moment critique, positionne ses mains pour soutenir, encourageant d'une voix ferme, « Poussez quand le tonnerre frappe, laissez la foudre emporter la douleur. » Un éclair zèbre le ciel, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant, et dans ce vacarme, l'enfant glisse enfin, un garçon aux cheveux noirs, collé par le sang et l'eau, son premier cri perçant la nuit comme une flèche qui trouve sa cible. Thomas enveloppe le nouveau-né dans une peau de lapin, encore tiède, le pose contre la poitrine d'Eleanor épuisée qui, les larmes se mêlant à la pluie infiltrée, murmure un nom, Hope, pour qu'il survive à tout ça. Thomas coupe le cordon avec sa dague, celle de Mary nettoyée pour l'occasion, et pour un instant, le monde extérieur s'efface. Pas de Calhoun, pas de guerre, seulement ce petit être qui respire, poing serré comme un guerrier miniature. Mais la réalité reprend ses droits quand un garde tambourine à la portière. Les éclaireurs signalent que la tempête a ralenti l'avance ennemie, offrant une fenêtre pour repositionner les pièges inondés.
Thomas se relève, le corps endolori, mais l'esprit aiguisé. Et avant de sortir affronter la boue et les ombres, il se tourne vers Eleanor. Il vivra, et Calhoun paiera. La pluie redouble, transformant le canyon en un piège naturel où les rochers glissants deviennent des alliés imprévus. Et Thomas, tenant son neveu, un bref instant contre lui, sent une force nouvelle l'envahir, non plus la rage muette, mais une détermination forgée dans le feu de la naissance et de l'orage. Si cette histoire de survie et de renaissance au cœur de la tempête vous captive, abonnez-vous pour ne pas manquer la confrontation finale, car chaque cri dans le vent mérite d'être entendu jusqu'au bout. L'aube qui suit la tempête se lève pâle et lavée, le canyon encore ruisselant comme une plaie d'algues fraîches, et Thomas émerge du tipi avec Hope emmailloté contre sa poitrine, le nourrisson endormi malgré les échos lointains de sabots qui martèlent la terre détrempée. Les guerriers, couverts de boue jusqu'aux genoux, repositionnent les pièges inondés en silence, leurs visages burinés reflétant une résolution forgée dans la nuit, tandis que Toil, posté sur un promontoire, scrute l'horizon sud où une colonne de poussière monte déjà, annonçant l'arrivée imminente de Calhoun et de ses hommes. Thomas confie l'enfant à une femme du clan, une sage-femme aux mains calleuses qui hoche la tête sans un mot, et il rejoint l'avant-garde, son arc bandé, la dague de Murray à la ceinture, prêt à transformer le canyon en tombeau. Calhoun apparaît au détour d'un méandre, à la tête d'une douzaine de cavaliers, en uniforme fédéral défraîchi, leurs carabines luisant sous le soleil naissant, qui sèche rapidement les flaques en miroirs traîtres. Il stoppe sa monture à l'entrée du défilé étroit, flairant le piège comme un coyote sans la poudre, et crie d'une voix rauque amplifiée par les parois rocheuses. « Red Hawk, je sais que tu caches ma fiancée et mon bien. Livre-les, et peut-être que je laisserai ton misérable campement intact. » Thomas, tapi derrière un affleurement granitique, sent la rage monter mais la contient, attendant le signal de Toil. Un cri de corbeau imité qui déclenche l'embuscade. Les flèches sifflent d'abord, précises et mortelles, abattant 2 éclaireurs avant qu'ils ne touchent leur revolver. Et les hommes de Golius de Calhoun descendent de cheval en formation, tirant à l'aveugle dans les ombres où les Apaches se fondent, comme des fantômes. La poudre noire emplit l'air d'un brouillard âcre, mêlé à l'odeur de terre humide et de sang frais, tandis que les balles ricochent sur les rochers en éclats de pierre qui lacèrent de la peau. Thomas bondit de couvert en couvert, son arc crachant la mort à un rythme infernal, chaque tir trouvant une cible, un genou explosé, une épaule transpercée, forçant l'ennemi à se regrouper au centre du canyon, où les fosses attendent, camouflées sous une couche de boue traîtresse. Calhoun, furieux, charge personnellement vers le tipi où Eleanor est censée se cacher, son cheval pataugeant dans les ruisseaux résiduels, et Thomas l'intercepte au bord d'un apic, les 2 hommes se heurtant comme des béliers, roulant dans la poussière redevenue collante. Le poing de Calhoun s'écrase sur la mâchoire de Thomas, ouvrant une lèvre qui saigne abondamment, mais Thomas riposte d'un coup de genou dans le ventre, expulsant l'air des poumons de son adversaire avec un bruit sourd. Ils luttent pour la dague, la lame scintillant entre eux, et Calhoun crache entre ses dents. « Ton frère a supplié avant que je le laisse au vautour, et cette blanche portera ma marque sur son bâtard. » Ces mots allument une fureur froide en Thomas, qui désarme Calhoun d'un twist brutal, la dague volant dans le vide pour atterrir loin, en contrebas, résonnant contre les rochers comme un glas. Autour d'eux, la bataille tourne. Les hommes de Calhoun, désorganisés par les tirs précis et les pièges qui engloutissent 2 montures hurlantes, commencent à lever les mains, leurs visages pâles, sous la crasse, réalisant que les preuves volées par Eleanor, exhibées par un guerrier du haut d'un promontoire, circulent déjà parmi eux,
semant le doute sur leur commandant. Thomas ligote Calhoun avec sa propre ceinture, le traîne vers le centre du canyon, où Toby l'attend, impassible, et déclare d'une voix qui porte jusqu'aux parois « Pas de scalp ici. La loi blanche jugera ces crimes, avec nos témoins. » Calhoun ricane, mais ses yeux trahissent la peur quand les survivants de son escorte, écœurés par les documents lus à voix haute, liste de massacres, primes pour enfants, refusent de le défendre. Le convoi de prisonniers repart vers la ville blanche la plus proche, sous escorte apache renforcée, Calhoun bâillonné sur un cheval de trait, et Thomas reste en arrière, regardant le canyon se vider de ses échos de guerre, la boue séchant en croûte qui craquemait sous ses pas. 3 mois plus tard, dans une cabane modeste aux abords de Santa Fe, Hope grandit robuste, ses yeux sombres, hérités de James, fixant le monde avec une curiosité calme, tandis qu'Eleanor témoigne au procès qui condamne Calhoun à la pendaison, les preuves irréfutables scellant son sort devant un tribunal mixte. Thomas, refusant de s'installer, chevauche les frontières comme éclaireur neutre, négociant des trêves entre forts et clans, son silence rompu seulement par les récits qu'il murmure, au vent. Un soir, au crépuscule qui peint les mésas en pourpre sang, il s'arrête au bord du canyon natal, écoute le cri lointain d'un enfant porté par la brise, et pour la première fois, sourit sans amertume, justice rendue non par le sang versé, mais par le poids de la vérité qui pèse plus lourd que n'importe quelle balle. Le vent emporte ce sourire vers les étoiles, effaçant les cicatrices une à une, laissant derrière lui un homme qui a appris que le vrai silence n'est pas l'absence de mots, mais la paix après la tempête. Et voilà, le vent du canyon emporte enfin les échos de vengeance et d'espoir, laissant derrière lui une terre où la justice a parlé plus fort que les balles. Si ce cri au-delà des falaises vous a touché, par sa rage contenue, sa naissance dans l'orage ou ce silence reconquis, partagez vos réflexions en commentaire. Quel regard vous a le plus marqué? D'où écoutez-vous cette légende du Nouveau-Mexique? Merci d'avoir chevauché avec Thomas et Eleanor jusqu'au bout du sentier. À la prochaine histoire, où le désert garde encore bien des secrets.